Bienvenue. Bienvenue à tous dans cette matinée casablancaise ensoleillée, digitale, où on va essayer de décortiquer quelques sujets liés à la supply chain, à l'écosystème portuaire, porté aujourd'hui par notre hôte Portnet. Et j'ai le plaisir d'avoir à animer cette matinée dans laquelle on va parler de blockchain, de digitalisation de la chaîne logistique. Et je suis ravi de vous accueillir avec nous. Je pense qu'on a un jingle ce matin pour lancer la matinée. De l'univers du digital, de la blockchain, de l'intelligence artificielle dans le monde de la supply chain et de la chaîne logistique en général, j'ai le plaisir d'accueillir pour le mot d'ouverture Si Youssef Ahouzi, qui est le directeur général de Portnet. Si Youssef, la parole est à vous. Merci beaucoup, Salah, pour ces mots. Honorable assistance, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à une nouvelle édition des Rencontres du Digital, organisée en fait par Portnet en marge du salon de la logistique Logismed. Votre présence aujourd'hui parmi nous témoigne non seulement de votre intérêt pour nos rencontres régulières, mais également de votre compréhension éclairée de l'impact de la technologie, notamment de la blockchain sur le commerce international, la logistique et la supply chain. Nous sommes réunis ici pour explorer de près les opportunités et les défis spécifiques à ces domaines dans un monde en constante mutation numérique. En partageant nos connaissances et nos expériences, nous pouvons ensemble tracer la voie vers une logistique plus efficace, des échanges commerciaux plus fluides et une connectivité mondiale renforcée. Depuis son lancement en 2021, les rencontres digitales ont été le rendez-vous incontournable pour explorer et débattre des enjeux cruciaux de la transition numérique. Ces échanges ont permis de mettre en lumière un ensemble de thématiques essentielles à une transformation digitale efficace. Parmi les sujets abordés par ces rencontres, l'innovation occupe une place centrale, tant dans son rôle pour la compétitivité économique du Maroc que dans son impact sur son développement global. De même, la digitalisation comme levier indispensable pour stimuler la croissance économique et le développement pour nos populations. Ces rencontres digitales sont bien plus qu'un simple événement et sont l'occasion d'une réflexion et d'une action concertée pour façonner un avenir numérique promoteur pour notre pays. Mesdames et messieurs, la blockchain, cette technologie révolutionnaire, a déjà démontré son efficacité dans divers secteurs, notamment le secteur financier, en transformant fondamentalement la gestion des données et des transactions et en disruptant en passage ces secteurs. Son potentiel d'innovation est immense, offrant de nouvelles perspectives, notamment dans le commerce international, la logistique et la supply chain. Plusieurs solutions prometteuses ont émergé basées sur cette technologie pour numériser les flux logistiques et permettre le suivi des expéditions de bout en bout, telles TradeLens,
ou pour digitaliser les connaissements originaux maritimes, ou bien encore des solutions pour permettre aux consommateurs d'obtenir des informations immédiates sur l'origine des produits et les processus logistiques depuis la source jusqu'au point de vente. Pourtant, des défis significatifs persistent devant l'adoption de cette technologie. Le cas de TradeLens est le plus significatif, où malgré la viabilité apparente de la plateforme, le besoin d'une collaboration mondiale complète semble avoir fait défaut. Cet échec met en lumière la complexité et les obstacles à surmonter pour une adoption généralisée des solutions basées sur la blockchain. Dans le développement des projets blockchain, une vision stratégique est d'une importance capitale. Une telle vision devrait impliquer toutes les parties prenantes, des entreprises privées aux organismes gouvernementaux. En adoptant une approche inclusive, les projets blockchain peuvent viser un win-win pour tous les parties impliquées. Par exemple, les entreprises peuvent bénéficier de processus plus efficaces et transparents, les gouvernements peuvent renforcer la confiance et les citoyens peuvent accéder à des services améliorés. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont subi ces derniers temps une tension considérable, entraînant des hausses de prix et des pénuries dans les produits de première nécessité à travers le monde. Le besoin de dédouanement transfrontalier plus rapide, de coûts de logistique plus bas et de chaînes de valeur mondiales plus efficaces, conjointement avec la résilience et la conformité, n'a jamais été aussi critique qu'aujourd'hui. En tant que guichet unique, pour le commerce extérieur, nous voyons dans cette technologie de blockchain une solution et une opportunité qui pourrait être exploitée pour renforcer les efforts de facilitation des échanges et d'améliorer l'efficacité de nos services. Le guichet unique, par le biais de sa communauté établie, jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette technologie pour fournir des services à forte valeur ajoutée pour ses utilisateurs. L'introduction prévue d'un connaissement électronique ou d'un bill of lading original basé sur cette technologie est anticipée par l'industrie maritime d'ici 2030. Dès à présent, nous collaborons avec l'ensemble de notre écosystème pour moderniser nos plateformes afin de nous conformer à cette nouvelle technologie. Cette transition permettra non seulement la numérisation de ce document, mais aussi simplifiera et accélérera les échanges commerciaux pour toutes les parties impliquées. Dans cette perspective, nous espérons que cette conférence sur la blockchain sensibilisera sur les opportunités et les défis dans la facilitation des échanges et la supply chain pour tous les participants et permettra de comprendre les avantages de l'application d'une telle technologie ainsi que les prérequis de l'environnement qui doivent être atteints afin de garantir le succès de cette technologie. Je vous remercie. Merci, M. Ahouzi, pour ce mot de bienvenue, qui d'ailleurs nous met tout de suite dans le bain de sujets complexes. D'abord, le commerce international, c'est très complexe. Si on rajoute la blockchain dessus, ça rajoute de la complexité à la complexité. Et d'ailleurs, pour vulgariser un peu le sujet, parce que je pense que ça fait quand même quelques années, la blockchain, le Bitcoin et tout ce qui tourne autour, qui sont des mots-clés qui sont rentrés dans le quotidien, on va dire, des humains en général, des internautes tout particulièrement. Mais on va nous essayer de rajouter un peu de clarté à la complexité. Et donc c'est pour ça que j'invite mes experts, et ils se trouvent surtout de l'autre côté du panel, à nous éclairer, nous, communs du mortel, autour de cette technologie. Qu'est-ce qui fait que cette technologie, d'abord, apporte beaucoup de promesses de gérer de façon durable et pérenne des transactions financières de façon, on va dire, non modifiable. Donc il y a beaucoup de sécurité, mais la contrepartie également, c'est que les projets blockchain sont souvent très complexes à mettre en place, et technologiquement et organisationnellement. Donc on va essayer d'éclairer tout ça. Si Mohamed El-Kandri, si on voulait, en quelques mots, simplifier le concept. Qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce qui se trouve derrière? Pourquoi c'est révolutionnaire? Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier Portnet pour cette opportunité, et aussi Salah pour
pour modérer cette conférence. Ça fait un grand plaisir d'intervenir encore une fois dans mon pays d'origine. Pour entrer dans le vif du sujet, donc je pense avant de parler de la blockchain, il faut qu'on s'attarde un petit peu sur le concept de knowledge economy, ce qui est l'économie du savoir. On sait très bien qu'il y a un passage massif actuellement vers cette économie de savoir avec l'avènement de plusieurs technologies, en l'occurrence la blockchain, l'intelligence artificielle. Et donc ce passage nous oblige à trouver des solutions innovantes et des technologies disruptives qui peuvent nous assister à adopter, à s'immerser dans cette économie de connaissances. Lorsqu'on parle de l'ère de l'Internet, on parle bien évidemment de l'échange d'informations. Et donc, lorsqu'on échange une information, donc on utilise des protocoles qui englobent le monde Internet à travers des protocoles Internet, etc., pour échanger cette information. Quoique, avec le développement du digital et le développement de cette ère d'Internet d'information, il y avait eu cette nécessité de passer à un échange aussi de valeurs. Et donc cet échange de valeurs, étant donné que les utilisateurs de l'Internet ils sont décentralisés, sont éparpillés partout dans le monde, a donné lieu et naissance à cette technologie innovante qui est la blockchain, qui est tout simplement un registre distribué. Je ne vais pas dire décentralisé parce qu'il y a tout un débat sur la décentralisation et la centralisation de la donnée qu'on peut peut-être aborder après, mais qui est un registre qui est distribué, qui permet d'enregistrer ces transactions financières sur l'Internet ou ces transactions de valeur pour englober tout ce qui est commerce, logistique, etc., sur l'Internet. Et donc, vous avez mentionné le mot Bitcoin, ce qui est la première application de cette technologie. Quoique, si on lit le papier blanc du Bitcoin, on ne va pas trouver le mot blockchain. Et donc, le mot blockchain, il englobe deux parties, il y a les blocs et la chaîne. Et donc, l'idée, c'est que si on fait en sorte que ces transactions, ces échanges de valeurs, ils sont ajoutés à un bloc, donc ils sont interliés, donc il y a moins de chances pour que ces échanges de valeurs soient piratés ou compromis, volés sécuritaires, parce que c'est important. Et le deuxième mot, c'est la chaîne. Et donc, ces blocs, ils sont enchaînés à travers des méthodologies cryptographiques qui permet aussi d'améliorer la sécurité de ce volet-là. Un élément très important, si vous me permettez, c'est l'innovation de la blockchain. Et donc, souvent, on parle du paiement électronique. Donc, avant la blockchain, on pouvait envoyer des échanges de paiement électronique à travers des solutions comme PayPal, etc. Mais la nouveauté de la blockchain, c'est qu'il a pu résoudre ce problème de double spending. Donc en anglais, double spending, ça veut dire si aujourd'hui je vous envoie $100 du Canada ici au Maroc, je ne dois plus avoir accès à ces $100. Et donc avec la technologie blockchain, ça permet de résoudre ce problème-là, qui est le double spending, qui est très important dans la dématérialisation des échanges de valeurs sur l'Internet. Merci pour ces explications. Pour résumer, si j'ai bien compris, la blockchain, c'est une technologie qui permet d'enregistrer sur un registre distribué partout sur l'infrastructure du cloud des informations. Elles peuvent être financières, elles peuvent être liées à d'autres actifs ou d'autres transactions en tout cas, parce qu'il s'agit de sauvegarder des transactions qu'on va transférer d'un point A vers un point B, de telle sorte à ce que cette transaction soit sécurisée, immuable, non modifiable. Donc c'est la promesse que porte aujourd'hui la blockchain, si je comprends bien. Exactement. Bon, il y a eu une évolution des applications financières, à savoir le Bitcoin. On est passé au contrat intelligent.
Ces contrats intelligents qui nous permettent aussi d'automatiser les mécanismes d'échange de ces valeurs financières ou ces éléments de valeur, mais il y a aussi le passage de l'intersection avec d'autres industries à travers des oracles. Par exemple, dans le domaine maritime, on peut connecter un contrat intelligent avec je sais pas, les heures d'arrivée des navires, etc., pour pouvoir automatiser des éléments dans ce processus à travers des contrats intelligents. Merci. Il y avait toute une évolution de cette... Merci beaucoup, c'est Mohamed. Je rappelle que vous êtes co-founder et Chief Technology Officer de IR4Lab. On va essayer de se rapprocher petit à petit du sujet qui nous réunit aussi aujourd'hui, qui est celui du domaine portuaire, de la chaîne logistique, du commerce international. Et je vais poser la question à Fabien Esnoult, qui est président fondateur de Sprint Project. Finalement, la blockchain, c'est une technologie qui est née dans le monde, on va dire, financier, mais plutôt lié à une monnaie, parce que si on comprend bien, c'est le Bitcoin qui a posé les premières briques de la technologie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un secteur tel que la logistique adopte cette technologie et comment est-ce qu'il s'adapte à ces nouvelles contraintes, d'une part technologiques, mais peut-être aussi réglementaires, organisationnelles, etc. Oui, merci Salah et merci Mohamed pour l'explication. Comme vous avez pu le noter, la blockchain, c'est un sujet très compliqué. La naissance est en effet 2008-2009 avec l'avènement du Bitcoin. La posture, l'idée, le concept, c'était d'être un tiers de confiance. Je vais essayer, moi, d'utiliser les mots les plus simples possibles parce que je suis y compris celui qui ne comprend pas toujours bien la blockchain. Donc, vu qu'il en faut un, ça sera moi sur cette table ronde. Et donc, si je me positionne comme un utilisateur, j'ai affaire à un tiers de confiance, disons, numérique. Et la promesse tient en 3 mots, la véracité, la transparence et la sécurité. Ça, c'est la promesse de départ. Donc 2008-2009, Bitcoin apparaît, concept de blockchain apparaît, et on nous annonce potentiellement une révolution, en particulier dans les mondes compliqués, la supply chain étant un de ces mondes compliqués. Mon voisin pourra parler de l'environnement bancaire qu'on est un autre. Bien évidemment que la blockchain paraissait être un sujet majeur. La vérité était un petit peu différente. On a eu dans les années 2010-2020 une surcommunication du sujet blockchain. Je reste poli. C'est-à-dire qu'en gros, une start-up qui ne mettait pas blockchain ne levait pas d'argent. Et on utilisait ce mot à tout va. Mais pour les vieux comme moi, des mots utilisés à tout va, j'en ai vécu malheureusement déjà pas mal. Des révolutions annoncées, hein, il y a eu la RFID, révolution annoncée. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de la RFID, ça veut juste dire qu'il y a eu un cadre d'usage. J'ai eu l'impression 3D. Enfin, si j'avais écouté les grands donneurs de leçons il y a 15 ans, il n'y aurait plus d'usine de production, on aurait tout fait en impression 3D au plus près du consommateur. Voilà. Plus récemment, on a eu l'effet drone. Alors, si on avait écouté tout le monde à l'époque, on aurait eu des drones qui nous livraient tous les jours chez nous. Est-ce que ça, ce n'est pas encore le cas? Et aucune de ces technologies n'a pas de sens. Et ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que toutes ces technologies ont un territoire de jeu, des use cases, dont on parlera tout à l'heure avec Farah en l'occurrence, qui sont intéressants. Et cette blockchain, on a arrêté d'en entendre parler quand finalement elle a été réellement mise en place par des professionnels qui en ont compris l'intérêt, mais sachant qu'on a quand même 2 freins qui sont son coût de mise en œuvre et sa difficulté de mise en œuvre. Et ça, je pense que le retour d'expérience qu'on va avoir aujourd'hui vont nous le préciser. Oui, ce n'est pas une technologie de bouleversement total. Les vraies technologies, les game changers ont été l'Internet, et ce sera sans doute l'IA, et en particulier l'IA générative, dans les années qui viennent. Ça, ce sont des game changers. A priori, tout le monde est d'accord avec ça. La blockchain est un sujet passionnant et extrêmement structurant pour venir dans des environnements hyper compliqués, mais il a fallu les années 2017, 2018, 2019, 2020 pour les voir apparaître, et on en discutait tout à l'heure avec mes collègues. C'est très discret. Donc c'est une autre particularité, c'est qu'on n'en parle pas malheureusement des blockchains parce qu'il y a des enjeux économiques, de sécurité,
de compétitivité qui font que c'est très underground en fait, alors qu'il y a des cas d'application, particulièrement dans le monde portuaire, assez extraordinaires. Et du coup, même moi, je suis assez intéressé d'entendre les retours d'expérience parce que ils sont rares et confidentiels, quoi. Voilà. Merci en tout cas pour cette mise en bouche, on va dire. J'entends dire qu'il y a un POC en élaboration dans le domaine portuaire et on va avoir des témoignages autour. Mais si je retiens, effectivement, il y a une promesse. La promesse, c'est la confiance, c'est la sécurité, c'est l'instantanéité des transactions. Mais il y a une complexité de mise en œuvre liée à la fois au côté peut-être réglementaire, peut-être qu'on en parlera par la suite, mais surtout le fait que ce soit un écosystème à mettre en place et pas uniquement une application, une solution à déployer en stand-alone quelque part sur un serveur d'entreprise. Et donc cet effet écosystème rend la mise en œuvre un peu plus délicate, si je comprends bien, Fabien. Du coup, ça c'est les usages, on va dire, dans l'absolu. Rapprochons-nous d'abord du territoire marocain et puis surtout du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est la logistique. Et on va essayer, je crois qu'on a quelques slides de la part de Madame Farah Labib, qui est, excusez-moi pour ne pas me tromper, qui est directeur Trade Finance chez le groupe OCP. La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je remercie Portnet pour l'invitation. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je ferai un retour d'expérience par rapport au projet blockchain d'OCP. J'ai prévu quelques slides, donc je vais vous demander un peu de patience pour dérouler un peu ce qui a été fait et également nos ambitions par rapport à ce projet-là globalement au niveau Maroc. Voilà. Donc je commence. Aujourd'hui, le sujet blockchain. Peut-être je vais demander à nos équipes logistiques de m'aider à défiler, s'il vous plaît. Voilà. Comme ce qu'il a été dit, aujourd'hui, notre sujet est un sujet complexe, je l'avoue. Donc on parle du global trade, donc un sujet complexe. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs interactions entre les différentes parties prenantes et bien sûr beaucoup de data, beaucoup de données qui sont échangées entre ces différents acteurs-là. Donc ce schéma-là, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre tout simplement la complexité des intervenants et les plusieurs flux d'informations, que ce soit physique ou bien documentaire, que l'on peut avoir dans une transaction de trade international. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit globalement, il y a plusieurs parties prenantes, il y a beaucoup d'échanges d'informations, il y a une quantité importante de papier qui circule entre les acteurs de l'écosystème, il y a également un processus manuel et laborieux, et des pays avec différentes juridictions, et également un vrai sujet d'expertise sur le sujet qui est concentré sur certaines personnes qui maîtrisent un peu les flux à la fois physiques et documentaires. Alors ces éléments-là de données standardisées sur lesquels se basent les décisions redondantes et les documents qui interviennent dans cette chaîne-là. Donc ça, c'est juste pour vous schématiser un petit peu les flux entrants, sortants que l'on peut avoir dans une transaction trade. En général, selon une étude qui a été faite par le cabinet BCG, on parle de plus d'intervenants, plus d'une vingtaine d'intervenants interagissant dans les données capturées, avec plus d'une dizaine de documents générant plus de 5000 points d'interaction avec celle-ci. Donc là, ce schéma-là explique clairement la complexité des transactions trade à l'international, y compris pour le Maroc d'ailleurs. Alors, si on veut représenter ce schéma-là futur, donc qu'est-ce qu'on dit ? Aujourd'hui, il y a une efficacité à aller chercher. Il y a des réductions des coûts à aller chercher également.
Il y a aussi un volet finance alternative pour avoir discuté de ce sujet avec les gens de la salle. Et il y a un vrai sujet de gap de financement des petites et moyennes entreprises. On parle aujourd'hui d'un gap de financement de plus de 2,5 milliards de dollars à l'international. Et certainement le Maroc ici, aujourd'hui aussi, à ce sujet-là qu'il dresse de près. On va le voir avec nos collègues banquiers aujourd'hui qui vont aussi parler du sujet du financement des entreprises qui reste en lien étroit avec les transactions du trade à l'international. Il y a également un sujet de sécurité et de prévention de fraude dans le cadre de cet écosystème global mondial. Donc, de quoi on parle? On parle de plateformes digitalisées, on parle d'archivage digital, on parle de digitalisation des processus douaniers et également de supply chain en général. On parle de IBL, on parle de documents transférables financiers tels que les lettres de change et les promissory notes. On parle également de digitalisation des assurances. On parle également de l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information que l'on voit dans cet écosystème de trade international qui reste complexe, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est un peu ça le sujet concrètement pour nous. Donc il y a aujourd'hui un vrai travail que le groupe OCP a fait dans ce sujet-là. Donc certainement les contraintes qui sont associées à ces transactions internationales sont énormes. Donc concrètement, quand on regarde un peu le quotidien des gens qui font ce travail-là, que ce soit au niveau des ports ou au niveau des services de l'administration des ventes ou de la coordination commerciale, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque des retards et des erreurs, des traitements manuels, des documents papier et des sujets de retard et d'erreurs, un manque de traçabilité, une difficulté à suivre et vérifier l'authenticité des documents papier qui sont échangés dans le cadre de ce flux international. Il y a également un impact environnemental parce que les transactions internationales sont consommatrices de papier et donc il y a des vrais sujets sur la table de ESG et ce sujet-là touche de près l'impact sur l'environnement. Il y a des coûts d'interaction, des coûts significatifs de gestion, d'impression, d'expédition des documents papier. Il y a également des fois l'absence de synchronisation en temps réel des flux soit physiques, soit documentaires. Voilà, donc la digitalisation aujourd'hui du processus trade, elle nécessite une ouverture et une interopérabilité pour réduire les coûts et les impacts sur l'environnement. Donc une façon de voir les choses, soit on voit le verre moitié plein ou moitié vide. Pour le groupe OCP, il le voit plein. Donc pourquoi? Parce que cette ouverture-là de ce process digital international, il va permettre donc de fédérer les acteurs de l'écosystème autour du sujet, avec bien sûr une vue inclusive et également une réduction des coûts. Il va permettre également l'échange d'informations facilité entre les écosystèmes, notamment à travers l'interopérabilité et la standardisation. Il va permettre également l'augmentation de l'activité digitale du Maroc pour les prochaines années. Donc certainement, il y a du protectionnisme, ça a été dit par mes collègues tout à l'heure, mais je ne pense pas pour longtemps, parce que d'un point de vue métier, nous, on a vu l'importance de la blockchain concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'elle permet d'apporter comme valeur ajoutée. On va le démontrer à travers le retour d'expérience du groupe OCP sur le sujet. Donc certainement la fermeture ne pourra pas être de mise pour longtemps. Donc, et d'où justement cette réunion, ce gathering aujourd'hui, c'est que nous puissions en parler entre nous et que nous puissions fédérer les acteurs de l'écosystème autour de ce sujet-là, qui est un sujet fédérateur pour pas uniquement le commerce international mondial, mais également le Maroc, puisqu'on est aussi un pays exportateur et il y a plein d'opportunités à saisir au niveau du Maroc. Voilà, donc cette slide-là, elle montre qu'on n'est pas les seuls à avoir réfléchi sur le sujet. Donc aujourd'hui, il y a tout un écosystème mondial qui parle du sujet de digitalisation du trade, notamment à travers des initiatives qui étaient lancées soit par les Nations Unies, soit par le World Trade Organization ou bien par les chambres internationales de commerce.
et également par différents acteurs impliqués dans la logistique et la supply chain en général. Donc, les axes stratégiques énoncés par ces institutions internationales sont l'efficacité et l'inclusivité, la sustainability, on a vu tout à l'heure l'impact environnemental, et également la standardisation. Donc, ces sujets-là du futur, ils montrent clairement qu'il y a un calendrier international important. Donc, juste pour être un peu clair, aujourd'hui, nous avons un agenda international. L'agenda international, c'est quoi? C'est que d'ici 2030, le commerce international doit être zéro papier, paperless. Et la Chambre internationale de commerce, elle nous dit, d'ici 2026, normalement, 60% des documents trade internationaux doivent être digitalisés. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre internationale de commerce. Et donc, si on parle de zéro papier d'ici 2030 et on parle de 60% de digitalisation d'ici 2026, moi, je considère que 2026, c'est déjà demain. Et donc, du coup, il y a un vrai sujet ici sur la table qu'on a pour justement fédérer les acteurs de l'écosystème au niveau national et voir comment on va attaquer une feuille de route nationale qui va traiter de ce sujet-là et voir les implications des lois qui sont aujourd'hui proposées par les Nations Unies et par les chambres de commerce internationales pour pouvoir attaquer ce sujet de manière concrète sur le terrain. Donc, pour ici, juste donner un exemple, ici, on a la FIT Alliance, qui est constituée de 5 membres, donc BIMCO, FIATA, ICC, sans les citer tous, qui disent qu'ils s'engagent pour l'émission de IBL, Electronic Bill of Lading, c'est le document de transport digitalisé, numérisé, 50% à 2025 et 100% à 2030. Donc, ils vont de pair avec l'initiative internationale mondiale pour justement préparer la digitalisation du commerce international à travers l'un des documents le plus important qui est le Bill of Lading, mais pas que, on parle d'une trentaine de documents dans le commerce international et il faut justement aujourd'hui s'attarder sur ce sujet-là pour voir les priorités nationales par rapport à quels sont les documents que nous allons prioriser et comment nous-mêmes intégrer cette mouvance internationale pour pouvoir être toujours locomotive de l'Afrique et locomotive de l'économie internationale. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du modèle de loi, le MLETR. En fait, en gros, c'est une loi qui a été déjà adoptée par les principaux pays du G7. C'est une loi qui donne quelque part le cadre juridique réglementaire pour l'acceptation de tout ce qui est documents internationaux numérisés. Donc, si demain, on veut commencer à travailler sur du IBL, est-ce que la loi l'autorise? Et donc, les Nations Unies, à travers les ICC, elles ont aujourd'hui un cadre réglementaire modèle que les nations peuvent suivre pour s'inspirer de ces lois-là et en faire quelque chose de loi nationale par rapport aux priorités de chaque pays. Donc aujourd'hui, dans cette slide-là, ce que vous voyez, le modèle de loi a été proposé en 2017. En 2019, il a été adopté par le Bahreïn. En 2020, par Singapour. En 2021, par Abu Dhabi. En 2023, par UK. En 2024, par DIFC Dubaï. En 2024, par la France. C'était le dernier pays qui a rejoint cette mouvance internationale à travers l'adoption du MLTR. Et bien sûr, le Maroc, donc, je vais le montrer tout à l'heure, a commencé la réflexion cette année à travers une initiative qui est lancée par la Chambre de commerce l'ICC Maroc. Aujourd'hui, on a M. Ojdeddine qui est présent avec nous, secrétaire général de l'ICC Maroc, qui a pris cette initiative en main et qui lead aujourd'hui ce sujet au niveau national pour qu'on puisse nous aussi commencer le travail sur le gap analysis entre les lois marocaines existantes et la projection sur les lois futures pour préparer ce cadre réglementaire qui, bien sûr, prend en considération les contraintes locales et la réalité marocaine. Voilà, donc on n'est pas les seuls, voilà, donc juste pour récapituler. Donc aujourd'hui, ce Call of Action international,
Il cite le Maroc parmi les pays qui n'ont pas encore entamé le processus de digitalisation. Et je pense que ce n'est pas vrai, parce que le Maroc est l'un des pays pionniers sur le sujet de la digitalisation et des technologies. En témoigne aujourd'hui la qualité des panélistes qu'on a aujourd'hui, mais également les initiatives qui sont faites par Portnet et par pas mal d'institutions nationales, notamment des banques, Portnet, Tangemed, et sans citer d'autres initiatives, bien sûr, qui ont déjà lancé l'aventure. Et donc là, ça veut dire qu'on a encore un effort important à faire sur la vulgarisation et comment on peut divulguer l'information à un large nombre de personnes, notamment les PME, les PMI, les grandes corporates, également tous les acteurs de l'écosystème, pour justement montrer les initiatives qui sont déjà lancées et les faire émerger et faire savoir à l'international que le Maroc est déjà lancé dans cette vague-là et qu'il y a du travail de qualité qui est fait avec des experts nationaux, avec des compétences nationales, avec justement tout un écosystème qui peut faire du Maroc une locomotive en Afrique. Et voilà, donc cet indice-là de modernisation du trade, qui est un indice important, donc qui cite le Maroc parmi le rang 44, donc c'est pas vrai. Je pense qu'il y a tout un travail à faire de sensibilisation et de remontée d'informations par rapport aux projets qui sont faits au Maroc pour pouvoir justement faire briller l'image du Maroc à l'international, puisqu'il y a du travail concret sur le terrain qui se fait. Voilà. Donc les bénéfices de cette adoption de cette loi-là que l'ICC Maroc prend aujourd'hui et lead sur le volet national, on ne peut pas les énumérer, ils sont énormes. Donc bien sûr, l'adoption de ce projet de loi, il va permettre la sécurité juridique pour les transactions, il va permettre de clarifier les principes et le cadrage de la traçabilité et de la transparence. Bien sûr, il va dresser le sujet de la sustainability. Il va également toucher le sujet de l'interopérabilité qui est important dans ce sujet-là, et bien sûr la résilience des transactions. Donc pour ne pas citer ICC UK aujourd'hui, qui a fait une étude sur les bienfaits de cette digitalisation, donc ils disent que c'est plus que 4 milliards de paper documents donc qui circulent autour de l'écosystème du trade. Donc 80% des BL, des Bill of Lading, autour du monde, qui sont gouvernés par les lois anglaises. Il y a 60% aujourd'hui des opérateurs qui travaillent déjà sous les lois anglaises. Et donc aujourd'hui, ils estiment que la croissance de cette économie-là, du monde digital, va drainer plus de 25 milliards de livres sterling dans le futur. Et également, ils disent que 80% du coût des transactions seront réduits. Donc, sans s'attarder, en tout cas la slide, vous l'avez, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas énumérer l'impact de cette digitalisation du commerce international sur l'économie des pays. Donc, je le disais tout à l'heure, le Maroc comme un hub blockchain en Afrique, bien sûr, on ne peut pas citer ici les opportunités, pour n'en citer que quelques-unes. Donc, la croissance de l'intérêt des acteurs marocains et africains pour l'utilisation de la blockchain. Aujourd'hui, on l'a démontré. Le Maroc est la porte d'entrée de l'Afrique vers l'Europe. Une connectivité numérique renforcée permettra certainement d'explorer pleinement cet avantage stratégique. Aujourd'hui, plus de 96% du commerce international se fait par voie maritime au Maroc, et une compétitivité sur la scène internationale qui est véridique, avec un large tissu économique de PME qui peut bénéficier du potentiel de la blockchain pour la levée des fonds. On a parlé tout à l'heure de la finance alternative. Et également une forte présence des entreprises marocaines dans l'Afrique subsaharienne. Voilà, c'est un secteur aussi, ça a été dit tout à l'heure, qui est capitalistique, avec un retour sur investissement sur le moyen long terme, un niveau de technicité élevé, mais on a aujourd'hui les compétences sont là, marocaines,
donc qu'on peut exploiter bien sûr, et qui travaillent déjà dans l'écosystème marocain sur des projets qui sont importants. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a l'absence du cadre juridique, mais pas pour longtemps, puisque ICC Maroc a déjà pris l'initiative de dresser ce sujet du gap réglementaire que nous avons aujourd'hui par rapport à l'existant. Voilà, donc ça, je vais passer au concret, désolé pour le temps, peut-être si vous pouvez me donner 5 petites minutes rapidement, pour parler du retour d'expérience du projet blockchain OCP. Donc, bien sûr, tout le monde a suivi dans la presse ce qui a été dit sur le lancement du premier projet blockchain au Maroc. Donc, le groupe OCP a réalisé en 2020-2022 un projet blockchain 100% africain dans le secteur des fertilisants en Afrique, dans une opération d'export d'engrais vers le marché éthiopien, qui est l'un des marchés stratégiques du groupe OCP. Donc c'est un travail d'équipe qui a mobilisé plusieurs compétences internes au sein du groupe, et je remercie toute l'équipe OCP qui a travaillé sur ce sujet-là et qui sont aussi présentes avec nous, et celles qui ne le sont pas. Donc en synthèse, l'opération a regroupé plusieurs acteurs bancaires et tech, donc notamment une banque multilatérale basée au Kenya qui s'appelle TDB Bank, et un acteur de Singapour qui est DLT Ledger, qui nous a accompagnés sur la digitalisation de la transaction. Donc au début, en 2019-2020, nous avions commencé avec un pilote de 40 millions de dollars, 400 millions de dollars. 40, Khalid, ou 400 40. Mais les gros chiffres, c'est... Voilà, donc on avait commencé par 40 millions de dollars en 2019. Et aujourd'hui, les flux exécutés dans cette plateforme sont d'une valeur de 2 milliards de dollars. Donc l'expérience 1 que nous avions lancée, c'était l'exécution de smart contracts. Ça a été expliqué par Sim Stafa tout à l'heure pour l'appel d'offres 2020-2021. L'expérience 2, c'était l'exécution des smart contracts pour un périmètre plus large, avec l'intégration des banques marocaines, notamment la BOA qui est présente avec nous aujourd'hui, la Banque Populaire, la BCP et Tijari Wafa Bank. Et l'expérience 3 qu'on est en train de mener en ce moment, c'est le cadrage de l'initiative pour l'étendre à la supply chain, d'où justement le travail qu'on est en train de faire avec les équipes de Portnet aujourd'hui et les équipes de la logistique. Donc notre objectif, c'est d'onboarder avec nous l'ensemble des acteurs de l'écosystème, Portnet, autorités de certification, douane, aux sociétés de logistique, mais sans les citer, donc pratiquement tous les acteurs de l'écosystème, y compris le régulateur. Voilà, donc ça c'est le retour d'expérience. Concrètement, c'est quoi? Donc on passe d'un monde complexe où l'interopérabilité, où les interconnexions sont complexes, à un monde où l'approche elle est plus fluide. Donc vous voyez au centre qu'on a la plateforme blockchain au milieu et qui sert l'ensemble des acteurs en même temps et simultanément avec toute la sécurité qu'il faut. Et donc, du coup, au lieu d'être sur une approche traditionnelle où on a des flux physiques et flux monétaires en va-et-vient, donc on est sur une approche beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficiente, et tous les acteurs disposent de l'information en temps réel et peuvent suivre les transactions selon ce qui se passe dans la réalité. Voilà, donc tout en bénéficiant de ces avantages-là de la blockchain, donc sans les citer, l'efficience, la traçabilité, la transparence, l'auditabilité et la sécurité. Donc dans ce projet-là, on a eu bien sûr à gérer plusieurs contraintes. Ça n'a pas été facile quand on avait démarré en 2019 le POC de 40 millions de dollars. L'objectif de démarrer avec un périmètre moins important était déjà de dire découvrons ce que c'est la blockchain concrètement et regardons qu'est-ce que ça implique sur les processus métiers du groupe OCP. Et pour ne rien vous cacher, nous avons été surpris de voir que le sujet n'est pas un sujet de technologie, mais c'est plus un sujet de change management, donc de culture et de conduite de changement.
Et donc, la partie la plus importante qui a pris beaucoup de temps dans le projet, c'était comment conduire le changement, comment prendre l'information qui était dans la tête des gens et qui était processée de manière, je dirais, automatique, faite par les équipes, et récapituler toute l'information, la retracer dans un workflow et essayer de voir les interactions entre les équipes pour pouvoir fluidifier les process et poser quelque chose qui a de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ce qui a pris le plus de temps, et c'est pour cela que nous invitons l'ensemble des acteurs à y réfléchir d'ores et déjà. Pourquoi ? Parce que c'est la partie qui va prendre certainement le plus de temps, d'identifier les équipes qui travaillent sur les projets, d'identifier l'expertise interne et justement de travailler ensemble, métier et technologie, pour pouvoir répondre surtout aux problématiques métiers. Parce que pour le groupe OCP, le projet a été surtout un projet métier, où on s'est dit, aujourd'hui, on souhaite nous positionner pour trouver des solutions concrètes pour le financement de nos acteurs clients fournisseurs. Et on veut également nous positionner pour rapatrier les devises de ces transactions en Éthiopie le plus rapidement possible. Et donc, on a compris clairement que, à travers les conclusions que nous avons eues, qu'on a pu démontrer la valeur ajoutée de cette technologie. Mais c'était plus un sujet métier qu'un sujet technologie. Et donc, finalement, la réussite, c'était faire parler le métier avec la technologie pour pouvoir apporter de la valeur concrète par rapport à ce qui est fait. Donc, rapidement, les challenges, c'était le volet réglementaire qu'on a pu contourner. Pas contourné dans le sens où on a fait comme si, comme s'il n'y avait pas de cadre. Non, le cadre existe, on a tenu compte du cadre et on a fait un pilote qui est hybride. Donc on a testé la technologie dans sa nouvelle sphère, mais on a également maintenu le cadre réglementaire classique, et donc c'était une opération hybride qui nous a permis d'avancer sur le sujet de la mise en place. Donc pour la collaboration et la communication, c'est ce que j'ai dit. Donc la collaboration est très importante entre les acteurs du métier. Bien sûr, se mettre d'accord sur le business model et le consensus de la plateforme qu'on va utiliser. Bien sûr, démontrer l'investissement et la rentabilité de l'investissement et le coût que ça allait engendrer. Et bien sûr, nous avons aussi traité de manière très, très sérieuse le sujet de la confidentialité de la data, la sécurité des données. Et dernier point, c'était l'interopérabilité et le partage des services. Donc les gains de ce projet-là, les gains, c'était 75% en temps, de gains de temps sur le processus du pilote Éthiopie. Donc, à cela s'ajoute l'élimination des contraintes horaires liées à l'envoi des documents par mail. Nous avons gagné 3 à 4 jours en période de Covid. Et là, effectivement, le Covid a été un accélérateur pour avancer rapidement sur le projet. Une user experience plus friendly. Donc, aujourd'hui, ça a permis de fluidifier les process. Et bien sûr, les gains par rapport au risque. Donc, nous avons rapidement vu l'intérêt de la technologie. Voilà, donc je vais passer rapidement sur aujourd'hui le sujet le plus important pour moi, pour ne pas s'attarder sur le détail, puisque j'ai prévu plein de slides, mais je conclurai sur cette slide-là. Aujourd'hui, grâce à l'initiative DigiTrade Morocco qui est lancée par ICC Maroc, donc c'est quoi exactement ? C'est un comité mis en place en avril 2024. Donc, ce comité ou cette task force-là dédiée à la digitalisation du commerce international. Donc, il y a plusieurs parties prenantes dans cette task force. Et donc, nos objectifs, c'est promouvoir la dématérialisation des documents et du processus du commerce international au Maroc, soutenir l'adoption de la mise à niveau du cadre juridique et réglementaire national à travers l'adoption de la loi sur la digitalisation du commerce international, et également faire des propositions opérationnelles aux décideurs publics et privés. Et j'invite ici les acteurs de l'écosystème à rejoindre cette initiative. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Labib,
ce témoignage qui apporte beaucoup de réponses en fait concrètes sur l'application d'un use case blockchain dans un contexte de commerce international. Vous avez parlé des parties prenantes. Même un nombre a été cité, 20 intervenants autour du processus. Alors, je me pose une question. 20 intervenants, c'est avant la blockchain ou après la blockchain? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont venir s'ajouter à un process qui est déjà très riche en parties prenantes, on va dire. Allô? Oui, vous m'entendez? Quand on comprend le principe de la blockchain, on comprend que le nombre d'intervenants n'est plus un problème. Parce que plus vous rentrez dans le détail du process, plus vous comprenez que la blockchain, justement, c'est la technologie qui va permettre à l'ensemble des acteurs de l'écosystème donc de communiquer entre eux en toute transparence, en toute sécurité. Et donc le nombre ne devient plus important parce que justement c'est la confiance qui est entre ces acteurs-là qui va faire que plus le nombre aujourd'hui intègre le réseau, mieux c'est pour les transactions internationales. En fait, le nombre importe peu, mais le problème du leadership va se poser parce que pour embarquer avec nous 20 parties prenantes pour qu'elles soient d'accord sur, vous avez parlé du change, mais effectivement, il faut embarquer les parties prenantes autour de la table. Et c'était la conclusion à travers l'initiative de l'ICC Maroc. Aujourd'hui, nous parlons ensemble, enfin, nous parlons avec les acteurs de l'écosystème. Ce n'est pas un sujet uniquement de corporate, mais c'est un sujet national, donc qui va nécessiter l'intervention de l'ensemble des acteurs, y compris Portnet, la douane, les banques marocaines, l'Agence nationale de digitalisation, le ministère du Trade. Enfin, l'ensemble des acteurs doivent être fédérés. Et aujourd'hui, c'est un appel à ce que justement qu'on puisse se réunir pour traiter de ce sujet-là tous ensemble. Je dirais même international, parce que dans le commerce international, il y a les autres qui sont ailleurs. Parce que là, on a parlé de l'Éthiopie, on parle du contrôle du commerce international. Et donc, c'est ce qui rajoute de la complexité à la complexité. De toute façon, quand on commence par la blockchain en y ajoutant la problématique du trade, ou quand on commence par le trade en lui rajoutant des problématiques de blockchain, le résultat est le même. On se retrouve avec des écosystèmes très riches. Et d'ailleurs, on a avec nous aujourd'hui, pour représenter un profil des intervenants dans ce processus, on a avec nous Saadi El-Hbichi, qui est directeur exécutif Global Transaction Banking au sein de la banque BOA. Et donc, il va essayer de nous témoigner justement de l'importance de l'onboarding des acteurs. Dans son cas, c'est les acteurs bancaires dans ce type de projet. Saadi, la parole est à vous. Je vous remercie. Je remercie Portnet pour cette belle initiative, pour cette conférence. Et je remercie vous, chers collègues et chers confrères, pour votre assistance. Donc tout d'abord, l'expérience que nous avons vécue spécialement avec le groupe OCP, notre partenaire OCP, c'est une expérience qui est importante et sur laquelle on est en train de monter en charge et on est en train d'apprendre. Le monde de la digitalisation, le monde de la blockchain, c'est un monde qui évolue au jour le jour. Donc on doit être très agile dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de travailler. La blockchain, c'est un moyen important et c'est une plateforme collaborative qui permet à plusieurs acteurs de collaborer au sein d'un même outil, d'une même plateforme pour décider sur des transactions de trade, par exemple. Ça peut être décidé sur autre chose, mais aujourd'hui, la thématique, c'est le trade finance. Sur cette thématique-là, nous, acteurs bancaires, c'est quoi notre rôle? Nous sommes tiers de confiance financier. Notre rôle en tant que tiers de confiance financier, d'abord, on a des clients importateurs, exportateurs des deux côtés. Nous sommes bien entendu une banque panafricaine avec une présence en Europe, en Asie, donc on a une présence, c'est l'une des forces du Maroc et c'est ça
le hub Maroc dont parlait notre collègue de l'OCP, qui est important dans notre profil de gestion de commerce international. Et c'est ça ce qui rend ces opérations possibles. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est rendre possible cette collaboration à l'intérieur de notre écosystème. Le challenge, aujourd'hui, à l'intérieur de notre écosystème, on est arrivé à le faire, on continue à le faire, on continue à faire monter. Donc, on a fait collaborer 2 écosystèmes. C'est l'écosystème bancaire, avec une présence panafricaine, et l'écosystème corporate, avec quelques correspondants internationaux qui souhaitent rejoindre cet écosystème-là. Maintenant, il reste d'autres écosystèmes à rajouter. Donc, la montée en charge qui est aujourd'hui en cours avec Portnet, qui également nous rejoint dans cet écosystème, et d'autres acteurs qui souhaitent nous rejoindre, d'autres ports, et ainsi de suite. Donc, tous ces acteurs-là ont un intérêt de faire coïncider des échanges et des collaborations à l'intérieur de plateformes avec des transactions financières. Donc, dès qu'on décide de payer, on paye. Aujourd'hui, du fait qu'il y ait du papier, ça désynchronise ces 2 opérations. Il faut qu'on élimine cette désynchronisation qui a un coût économique et pour l'entreprise et pour la banque. Pour l'entreprise, d'abord, c'est un coût de trésorerie. C'est tout simple. Il y a un BFR qui est consommé de par ce décalage-là. Et pour la banque, c'est une consommation de charges, alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes fortes avec tout ce qui arrive en termes de réglementation bancaire. BAL4 arrive bientôt, où il y a une exigence de data de plus en plus importante. Cette exigence de data, si on ne digitalise pas nos processus, nos documents, on n'aura pas les moyens, où il faudra une charge énormissime qui va devoir être utilisée pour charger ces informations dans nos transactions. Prolongement de durée et augmentation du coût, ce qui augmentera le coût des opérations. Donc, en fait, c'est pour ça que ce projet-là, qui est 2026-2030, il y a 2 échéances importantes. 2026, il y a l'ISO 20022 qui est en cours, et 2030 avec l'échéance ICC. Donc, ces 2 échéances-là vont nous permettre de mettre en place les processus essentiels pour du paperless et pour collecter de la data automatiquement. Ça, c'est le côté bancaire. Pour les corporates, bien entendu, c'est un moyen de collaborer ensemble dans un même outil. Parce qu'aujourd'hui, la collaboration à travers des mails, à travers des échanges de papier, est très fastidieuse, très consommatrice de temps, et très coûteuse parfois parce qu'il y a des risques qui sont liés à des risques de matières premières, des risques de taux, des risques financiers divers. Ces risques-là peuvent être éliminés à travers des opérations plus courtes en termes de délai. Donc nous, du côté bancaire, ce qu'on essaie de faire, c'est faire coïncider, c'est rejoindre les 2 processus. Le processus documentaire d'échange et de décisionnel de la corporate et des banques avec le processus financier, qui est un processus avec d'autres acteurs financiers au Maroc et de par le monde. Donc dans ça, notre expérience au-delà de la blockchain, c'est la supply chain. Donc on a 2 processus qui vont de pair. La supply chain, on fait des recrutements d'écosystèmes autour de donneurs d'ordre, acheteurs ou vendeurs. Donc ça, c'est un premier recrutement d'écosystèmes. Ces écosystèmes, dès qu'ils se rejoignent dans une même plateforme, collaborent mieux. Et donc quand ils collaborent mieux, ils ont une data. Et cette data-là leur permet d'avoir un accès à des demandes de paiement ou une trésorerie plus rapide. Donc, je donne un exemple. Une créance qui est acceptée peut être finançable à tout moment. Avant, il fallait se présenter en agence, faire un processus d'acceptation lent avant qu'elle soit financée. Aujourd'hui, ce processus est digitalisé. Et aujourd'hui, nous disposons, avec nos amis de l'OCP, on a recruté d'autres acteurs, d'autres donneurs d'ordre, qui permettent de faire cette opération à l'intérieur d'un même outil. Donc, une créance acceptée est une créance finançable. Demain,
cette créance peut être à l'international. Une exportation peut être faite. Pareillement à l'import, du côté acheteur. On peut financer une opération d'importation. Dès qu'on a un poste fournisseur qui est identifié, qui peut être financé à l'import, on peut le financer dans la même plateforme. On a beaucoup de transactions de ce type-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite faire? Ce que nous disions tout à l'heure, ce que disait notre collègue de l'OCP, c'est que rejoignez-nous et on vous invite à nous rejoindre en termes d'écosystème, parce que c'est ça l'énergie positive qui est créée, c'est qu'on collabore dans nos écosystèmes. Si on collabore dans nos écosystèmes, tout le monde va bénéficier, va profiter de ça. Et donc, un acheteur et un vendeur, ils collaborent ensemble à l'intérieur de l'écosystème. Ils valident ensemble des conditions commerciales. Il y a d'autres acteurs, 20 acteurs, on parle de 20 acteurs et plus. Et ces 20 acteurs peuvent collaborer à l'intérieur de ces mêmes écosystèmes. Dès qu'ils se mettent d'accord, ils donnent l'autorisation à la banque de payer ou de se faire financer. Et c'est là où ça change complètement la donne et ça change notre modèle économique actuel. Du côté bancaire, ça nous prépare également de respecter les réglementations et la montée en charge avec ce qui arrive en termes de Barkat. Juste pour avoir une information sur Barkat et ce qu'elle va ramener, c'est qu'elle va changer complètement le prisme de la data, puisqu'aujourd'hui la data était basée sur les anciens Swift, d'ancienne génération de Swift. La nouvelle génération est une génération où la data doit être complète, qui doit intégrer des normes RSE, des normes KYC, des normes de compliance, qui étaient aujourd'hui à la charge de la banque émettrice et de la banque réceptrice. Demain, ça sera dans la transaction. Et pour avoir ça dans la transaction, il faut la charger le plus automatiquement possible, sinon il faut mettre des bras, et les bras, ça consomme du temps, ça consomme des délais, ça consomme des charges, et c'est coûteux pour tout le monde, pour nous, pour les opérateurs, et ainsi de suite. Autre chose, dernière chose, et je reviens sur ça, je salue l'initiative de ICC Maroc sur la partie régalienne, sur la partie réglementaire. On a besoin de ça, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est en termes conventionnels. On n'a pas de cadre réglementaire digitalisant ces informations-là. Le cadre réglementaire nous permettra de libérer l'énergie. Aujourd'hui, on a libéré les énergies sur plein d'autres secteurs. Sur les traitements de valeur au Maroc, on est en avancée énorme sur ça. Maintenant, il faut qu'on aille un petit peu plus loin en termes de trade finance à l'international, d'opérations trade internationales. Ça va nous permettre d'avancer encore plus vite et de nous préparer pour les prochains challenges. Il ne faut pas considérer que 2026 ou 2030, c'est loin, parce que pour préparer 2026-2030, il y a du change, il y a de la conduite de changement, il y a de la préparation des acteurs, il faut changer des process, il y a des systèmes d'information à préparer, et ça, ce n'est pas évident de le faire, ce n'est pas un texte réglementaire qui va changer ça. Le texte réglementaire n'est qu'un point de départ, après il faut 2 ans, 3 ans pour que tout le monde rentre dans le sillage de l'action. Donc, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci à vous. Merci Saadil Habichi. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif Global Transaction Banking au sein de BOA. Alors, vous avez vu que c'est une histoire d'écosystème. Portnet, elle, est porteuse d'un écosystème. Qui a la main, et je pose la question ici à Youssef Fahouzi, qui est directeur général de Portnet, qui a la main pour effectivement l'idée, pour onboarder tous ses partenaires et pour pousser à cette transformation? En fait, c'est l'idée, l'idée de la blockchain, c'est qu'il n'y a pas de, on va dire, de leader par rapport à cette question. Donc, en fait, l'idée derrière, en fait, cette collaboration, c'est d'apporter chacun son écosystème. La banque va apporter son écosystème, l'OCP à travers ses partenaires va apporter son écosystème, et Portnet, depuis en fait, la création de cette plateforme-là, a créé autour tout un écosystème en fait, d'acteurs, en fait, importateurs, exportateurs, intermédiaires,
banques, opérateurs en fait dans les ports, aéroports. Donc tout un écosystème qui a été créé au Maroc par rapport à la digitalisation du commerce international au Maroc, à travers des formalités mises en place. Donc cet écosystème-là, il est prêt. Maintenant, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir s'intégrer à l'écosystème trade international pour pouvoir digitaliser en fait encore plus les documents, on va dire les process et les formalités trade à l'international. Donc il y a plusieurs volets. Il y a la logistique, il y a la finance et il y a également tout ce qui est flux documentaire. Donc nous croyons dans notre démarche parce que en fait, au niveau de Portnet, on arrive à consolider, à avoir en fait l'ensemble de cet écosystème-là au niveau de Portnet. Donc nous voyons en fait ici une opportunité, une solution qui va apporter en fait une simplification dans le recrutement des recrutements en fait des parties prenantes. Comme vous savez, c'est là où il y a le problème, c'est quand on veut en fait recruter en fait des acteurs dans la blockchain, ça coûte beaucoup d'argent, parce qu'il faut convaincre. C'est une conduite de changement vraiment très, on va dire, très importante à mener. Et pour nous, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place, mettre à niveau nos plateformes pour pouvoir intégrer ces technologies-là au niveau de notre plateforme pour permettre à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème Portnet d'utiliser en fait cette technologie-là dans le commerce international. En fait, là, on voit en fait réellement un use case où la blockchain va apporter en fait une vraie valeur ajoutée à l'ensemble des parties prenantes et nous soutenons en fait cette initiative-là en fait dans tous les aspects, que ce soit réglementaire, que ce soit technologique, que ce soit en fait de conduite de changement auprès de tous les acteurs pour accompagner ce changement en fait qui est en fait important, qui va changer la façon avec laquelle le monde va faire du trade dans l'horizon de 6 ans. C'est pas loin. C'est demain. Donc voilà, on a fait le tour de cet exercice d'un use case local, national, de l'utilisation de la blockchain dans un contexte de digitalisation beaucoup plus large du processus du trade. On a vu que digitalisation, enfin paperless et blockchain, ça résonne beaucoup parce qu'on a des problématiques de traçabilité, des problématiques d'authenticité des documents. Si on parle que du côté des documents, parce qu'il y a aussi la traçabilité des produits eux-mêmes, et donc puisqu'on a parlé de fertilisants, il faut bien sûr suivre toute la chaîne logistique des produits de l'OCP pour pas qu'en cours de route, ce soit remplacé par des produits différents. Et donc, je rejoins le questionnement qu'avait lancé Fabien Isnout au départ du panel, qui était curieux de savoir, mais que peut apporter la blockchain dans un écosystème de logistique. Je crois que tu as des bouts de réponse et même d'autres questions que tu vas nous poser. Moi, je tiens à dire, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte ici de la chance d'entendre ce qu'on vient d'entendre. Moi, j'ai la particularité de faire la veille mondiale sur l'innovation. J'observe absolument tout ce qui se passe. J'ai des collaborateurs qui le font. On scanne tous les plus grands salons internationaux d'innovation. On est présent au CES tous les ans à Vegas, etc. Donc, je crois que c'est la première fois que je vois côte à côte un écosystème global et que je vois de la transparence dans ce qui a été fait. On pourrait presque croire que c'est facile. Je sais à quel point c'est hautement complexe. Je pense que vous avez la chance au Maroc d'avoir un groupe OCP qui est un très grand groupe et qui a eu et le courage et les moyens de lancer un projet comme ça. Parce que faut pas rêver, hein. C'est coûteux quand même. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le ROI. Moi, j'aime bien cette idée-là. C'est qu'en effet, c'est peut-être coûteux en termes d'investissement au départ, mais quand on en démontre l'efficacité, c'est absolument redoutable derrière. Bon, néanmoins, quelques bémols. Il y a des échecs de blockchain. C'est pas non plus des choses qui, voilà, des choses qui peuvent se passer mal.
Il y a un certain nombre de gens dans le monde qui s'offusquent de l'impact environnemental, énergétique de la blockchain. On aura exactement la même chose sur l'IA, d'ailleurs au demeurant. Mais voilà, sincèrement, j'ai appris énormément de choses et je trouve ça admirable. La question qu'on pourrait aussi se poser, c'est quelle est la duplicabilité à d'autres environnements de la supply chain? Parce que là, on est dans un cadre précis, trading international, etc. Est-ce que ce sujet-là peut s'appliquer à d'autres environnements complexes de la supply chain? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je lance le débat. Je suis d'ailleurs curieux d'écouter les réels experts du sujet maintenant, parce que du fait de cette confidentialité, on en entend, enfin on voit pas grand-chose, et pourtant ça pourrait être a priori. Enfin moi j'ai beaucoup entendu parler de blockchain dans l'environnement de tout ce qui est produits frais, qui est extrêmement réglementé, et en plus de ça, un peu comme ce que vous avez cité là, les réglementations étant spécifiques par pays, quand on est sur des flux internationaux, c'est hyper compliqué. Pourtant, j'ai pas vu grand-chose fonctionner à terme. J'ai vu des POC, on a beaucoup parlé de POC, point. Donc moi, je voudrais ouvrir le débat là-dessus. Quid dans d'autres environnements? Vous touchez le nerf de la guerre de la blockchain, c'est-à-dire à partir du moment où on tient un POC qui marche, tout aussi compliqué soit-il, comment le pérenniser d'abord par le business model, parce que rien ne dit que c'est juste une histoire d'investissement, retour sur investissement. Peut-être qu'il faut que ce projet soit porté avec un nouveau business model. On le sait, à chaque fois qu'on a mis en place des blockchains dans des écosystèmes particuliers, on a essayé de trouver d'autres façons on parle du staking comme moyen de rentabiliser tout le coût du projet, parce que d'une part, ça ne peut pas être supporté que par un acteur de l'écosystème, et d'autre part, ça fait partie de la question initiale. C'est-à-dire que si demain, nous voulons scaler le projet, notamment celui qui a été proposé devant nous, quel va être le coût à terme du projet, et est-ce qu'il y a moyen, et là je penserais peut-être à Mohamed Kandri, est-ce que dans les projets que vous avez menés et dans ce que vous avez déjà réalisé, cette question de business model, changement du business model parce que ça devient de la blockchain, est-ce que ça se pose en fait? Je pense que, de par notre expérience internationale, je rappelle qu'Al4 Lab est présent dans le marché Moyen-Orient. Depuis 2017, Al4 Lab, c'est le premier investissement du géant pétrolier Saudi Aramco dans la région MENA, deuxième dans le monde. Et cette réussite n'est pas venue de vide. Donc, il y a déjà un écosystème qui est très fort. Premièrement, deuxièmement, il y a cet esprit de co-création qu'on est fier de voir ici au Maroc à travers des champions comme l'OCP, Portnet, etc. Mais il y a aussi une stratégie à l'échelle nationale. Et donc, ce que je remarque aussi, et surtout ici au Maroc, soit dans le domaine de la blockchain, de la supply chain, c'est cette fragmentation d'initiatives. C'est des initiatives qui sont portées par des entités. Et donc, j'espère qu'avec la présentation des orientations générales du Maroc Digital 2030, qui a été faite en avril 2024, je garde l'année 2026, depuis la présentation, on aura quelque chose sur lequel on peut se baser sur le niveau national, parce que c'est très important l'implication aussi du gouvernement dans cet aspect de transformation digitale. On ne peut pas parler de l'adoption de la blockchain à l'échelle nationale ou par des entités. Parlons du coût. Et donc, dans l'exemple de l'Arabie Saoudite, donc, à travers des initiatives, il y a des subventions qui peuvent assister les entreprises comme la nôtre à adopter ces technologies à travailler avec des entités à l'international. En ce qui concerne la supply chain, il faut déjà décortiquer les éléments. Lorsqu'on parle d'une transaction de supply chain, il y a trois flux, comme on le sait, majeurs: les flux d'informations, les flux financiers et les flux de marchandises. Et donc, juste dans le volet qui a été mentionné préalablement par mes collègues, c'est le volet de la gestion des documents. Et donc, c'est des cas d'usage que nous avons pu brillamment déployer à travers des compétences marocaines,
fièrement à l'international, c'est cet aspect de gestion de documents avec des géants à l'international. D'ailleurs, c'est un cas d'usage qui est porté par la blockchain qui a été mentionné dans un rapport du World Economic Forum. On parle aussi de la gestion des flux financiers. Donc, mes collègues, ils ont mentionné les transactions qui peuvent être qui peuvent s'avérer importantes dans un contexte de commerce international. On peut aller même très loin en parlant du concept de la tokenisation. Et donc, ce concept-là qui permet de créer une valeur digitale d'un actif. Et donc, il y a du travail là-dessus. D'ailleurs, on est en train d'assister à une banque de la place en Arabie Saoudite pour l'élaboration de la stratégie de tokenisation. Et donc, ça, c'est dans le viseur de pouvoir s'intégrer pleinement dans pas seulement la digitalisation du commerce à l'international, mais aussi le financement de ces initiatives du commerce international. Et donc, je pense qu'il y a du travail à faire. Les cas d'usage, on peut en parler pendant des semaines ou des mois, mais il faut certainement cette volonté de co-création et de pouvoir à la fois joindre le métier, comme ma collègue Farah l'a mentionné, à la technologie. Je dis toujours, technology without a business use case, it's useless. Merci beaucoup pour ce mot très impactant. Moi, j'ai envie de m'éloigner un peu de la technologie, de poser une question générale à l'ensemble de mes panélistes, avant peut-être d'avoir un peu plus de temps et de prendre une ou deux questions dans la salle. La blockchain comme technologie, on a à peu près compris que ça apporte de la sécurité, de la traçabilité, de l'immuabilité. On va stocker l'information un peu partout dans le cloud. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on n'a pas ce qu'on appelle en informatique le single point of failure, c'est-à-dire il n'y a pas le registre que si jamais il tombe en panne, on a perdu l'information. On se souvient tous du film Les Affranchis où il y a un comptable qui court la ville avec un registre. Donc on n'a pas le registre qui peut faire tomber en panne le commerce international. Donc la blockchain fait que c'est distribué partout dans le monde. Ça, c'est la technologie. Maintenant, comment est-ce que l'organisation se transforme? Quels sont les challenges de gouvernance, les challenges d'audit, de contrôle, parce qu'on a parlé d'auditabilité, mais qui va auditer? Est-ce que c'est le contrôle général qui va maintenant devenir aussi expert en audit de technologie? Quels sont les challenges organisationnels, on va dire, de ce type on a parlé de la réglementation, certes, mais il faut aussi que l'organisation en interne puisse trouver des solutions. Alors il y a certainement le sujet de la cybersécurité, des nouvelles contraintes pour gérer des clés. C'est une contrainte supplémentaire. C'est comment est-ce qu'une organisation devient blockchain compliant en fait, avec ses moyens financiers certes, mais ses moyens de contrôle et de gouvernance. Est-ce que, je ne sais pas si on a la question parce que là on a un POC, mais après pour que ça devienne pour que ça scale, c'est ces réponses-là qu'il va falloir traiter. Donc, est-ce que quelqu'un dans la salle veut prendre cette question? C'est une question complexe, donc elle est à vous, si vous voulez la prendre. Effectivement, c'est une question un peu difficile parce qu'il faut se projeter, c'est-à-dire dans l'avenir. Comment ça va être? C'est toujours difficile. Mais moi, je suis convaincu que l'entreprise ou l'organisation va s'adapter à cette technologie-là parce que, comme on le fait partout, en fait, avant, il n'y avait pas de digitalisation. Donc, on a dû mettre en place une organisation pour gérer la partie IT, gérer la partie sécurité. Donc, en fait, on est dans une phase où on apprend. À travers ces époques, à travers ces discussions qu'on a avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire il ne faut pas trop se focaliser sur on va dire, l'organisation, l'impact qu'on aura dans l'avenir. Mais je pense que c'est quelque chose qui va venir naturellement dans l'entreprise parce que ce que cherche l'entreprise, c'est très simple, c'est
gagner de l'argent. Donc, c'est en fait en augmentant les revenus, en diminuant les coûts. Et là, cette technologie-là, c'est ce qu'elle permet. C'est en fait de diminuer les frictions qu'il y a dans le commerce international, en enlevant les entraves, en supprimant en fait les points d'étranglement, en fait où il y a c'est-à-dire la difficulté où il faudrait en fait intégrer 3 flux qui se déroulent de façon indépendante, mais quelque part ils se rejoignent. C'est le flux la marchandise, documentaire et le flux financier. C'est donc cette technologie va faciliter en fait la vie à l'organisation, donc pour enlever ces problématiques. Et derrière, il va se retrouver dans l'organisation en fait d'une façon naturelle, parce que c'est quelque chose inné dans l'humain. Voilà. Votre réponse me rappelle un entretien qu'il y a eu dernièrement avec le patron de NVIDIA. NVIDIA qui est fleurant international en ce moment de tout ce qui est GPU et intelligence artificielle. Et il leur a dit, si on m'avait dit tout ce qu'il fallait faire pour devenir NVIDIA, leader mondial de l'intelligence artificielle, je ne l'aurais même pas fait. Donc il ne faut pas trop essayer de comprendre, il faut avancer et voir ce qui se passe par la suite. En fait, ça va arriver par la suite naturellement, c'est ça. C'est la force de l'adaptation. J'entends bien. Vous avez un ajout, Madame Labib? Effectivement, donc si je devrais ajouter, je crois qu'il faut capitaliser sur nos points forts. Aujourd'hui, il y a une volonté nationale pour aller de l'avant. Il y a des acquis, il faudrait capitaliser sur ces acquis-là. Certainement, aujourd'hui, il y a aussi du benchmark à faire, parce que nous avons la chance d'avoir de nos collègues qui sont à l'international. C'est Mustafa aujourd'hui, à travers les cas d'exemple qu'il a cités en Arabie Saoudite, peuvent être aussi des éléments de benchmark. On a également Singapour, qui est un pays leader sur le sujet et qui a lancé aujourd'hui des initiatives très fortes et très intéressantes avec un partenariat public-privé où le rôle de l'État singapourien est primordial à travers un portail national qui aujourd'hui s'appelle Trade Trust. Et on pourrait rêver aussi pour avoir demain peut-être Morocco Trust et qui pourrait aider les acteurs marocains à justement apporter de la valeur aux transactions qu'ils mènent. Donc aujourd'hui, je pense que le capital humain est important, la volonté est là, et la preuve, c'est que nous sommes tous réunis aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Donc je pense que si nous capitalisons à travers un partenariat public-privé sur une roadmap nationale, on pourra arriver et l'organisation va suivre d'elle-même. Ça ne sera même pas une question. Merci. J'ai envie de rebondir sur quelque chose que vous venez de dire. Alors, vous avez parlé d'Arabie Saoudite et de Singapour, mais si on veut inviter d'autres acteurs, à la limite, qui n'ont rien à voir avec le trade ou la logistique, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau national, une PME, un grand groupe sur un autre secteur, a l'écosystème national pour pouvoir se lancer? Vous avez parlé de ressources humaines, mais il y a aussi les acteurs, les institutions, les entreprises qui sont capables de délivrer dans ce type de projet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que soit on a un écosystème établi, soit on a un embryon d'écosystème, mais en tout cas, est-ce que les conditions sont là pour pouvoir se lancer, que ce soit dans le trade ou dans un autre secteur? Moi, ce que je sais, d'abord, Singapour et l'Arabie Saoudite, c'était juste à titre d'exemple. Aujourd'hui, il y a plein de use cases intéressantes à l'international qu'on pourrait s'y inspirer. Moi, ce que je sais, c'est qu'au Maroc, quand on veut, on peut. Et donc, du coup, aujourd'hui, cet écosystème, certainement, il existe. Et quand cette task force-là sera réunie pour écouter les uns et les autres, je pense qu'on fera en sorte que l'ensemble des acteurs puissent être au même niveau que les grands groupes et que, tout à l'heure, si Youssef l'a dit, donc aujourd'hui on a des acteurs qui sont prêts à porter le sujet et justement à passer du knowledge, c'est le mot de départ qui a été lancé. Et donc le partage du savoir, on est fort dans ce sujet-là. Ben, moi-même, personnellement, je suis quelqu'un qui partage et ça a été dit, ça a été senti aujourd'hui par le panel. Donc
On est ouvert au dialogue, on est ouvert au partage, on est à l'écoute du marché et bien sûr on répondra à toute invitation pour que tous nous avançons à la même vitesse. Merci. Alors, il nous reste peu de temps. Je vais inviter mes panélistes à un mot de la fin, très court, très bref. Je retiendrai le quand on veut, on peut, c'est sympa. Est-ce qu'on a d'autres mots de la fin meilleurs que celui-là pour conclure? Je dirais juste une chose, on est sur la bonne voie. Les initiatives sont porteuses et sont réussies. Donc on peut encore définir notre trajectoire nous-mêmes et notre stratégie nationale en tant que hub donne des fruits à travers les différents secteurs nationaux, que ce soit industriel, extractif et bancaire, financier. Donc il y a des choses à faire dans ça. Merci beaucoup. Fabien? Moi, je dirais, à l'écoute de ce que je peux voir depuis hier ici, je pense que des sujets comme ça ne peuvent pas se passer de la force publique. Et je trouve, en tant que Français, admirable ce qui est fait sur le territoire marocain par la force publique. Voilà. Et j'ai la directrice générale de ma fédération professionnelle qui est en face de moi, et tous les deux, on se disait ce matin au petit-déj, qu'est-ce qu'on aimerait voir chez nous, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire un ministre qui se déplace, qui passe 3 heures, qui voit tous les stands, une force publique qui accompagne des projets, une volonté politique globale. Et je pense qu'en effet, des sujets aussi complexes ne peuvent pas se faire sans ça. Effectivement, le leadership public est garant de réussite de ces projets aussi complexes. Je pense que sur ces belles paroles, on peut remercier l'ensemble des panélistes et les inviter à une photo finale. Mais juste avant la photo, on prendrait bien 1 ou 2 questions dans la... Et je tiens aussi à remercier l'assistance. Vous ne le voyez pas, moi je le vois, mais il y a des gens debout depuis tout à l'heure. Et pour une fois, je pense qu'on peut applaudir l'assistance. Si le micro veut bien. C'est bon. Bonjour, c'est Mzaraoui. Déjà, je félicite Madame Habib et le groupe l'OCP par rapport à l'initiative de démarrer un projet de blockchain, sachant que c'est un projet qui est très compliqué. Peut-être la question, c'est les next steps. Il y a des dates qu'il faut honorer. On a parlé de 2026 et surtout de la vision Maroc Digital 2030. Comment faire pour fédérer l'ensemble des initiatives? On peut déjà, comme point de départ, le projet initié par l'OCP, afin d'honorer ces dates. Et ça serait une collaboration publique-privée. Peut-être on peut imaginer en commission, aux gens du Conseil national, pour avoir une feuille de route qui est bien établie, identifier des use cases pertinentes déjà pour le commerce extérieur et passer à l'action. Merci. Je propose de prendre les 3 questions et on passe aux réponses. Allez-y, madame. Donc, je commencerai aussi. Bon, je me présente d'abord, Kautsar Gsous, vice-présidente de l'association de la FFM et vice-présidente de la région Moyen-Orient et Afrique de FIATA, qui est membre de la FIT Alliance. Je tiens à remercier d'abord notre modérateur, qui a été précurseur de toutes mes questions, parce que vraiment, ça montre la maîtrise de votre sujet. Je profite aussi de l'écosystème ici présent pour remercier Si Ahouzi, qui a vraiment fait plus que le nécessaire. Nous l'avons accompagné en tant qu'association. Il a été très ouvert à ce partenariat public-privé qui permet d'avancer. Nous sommes non seulement précurseurs, mais leaders en matière de guichet unique. Et l'international en témoigne. On vous remercie pour les efforts. Je remercie les panélistes pour la pertinence de leurs interventions. Moi, je vais être un peu plus terre-à-terre par rapport à ma question en tant qu'opérateur ou opératrice, parce que M. Fabien disait féliciter Mme Farah, justement pour le binôme Bank of Africa et l'OCP pour cette alliance. Moi, je dirais que les moyens donnent le courage. Parce que vous avez commencé par il faut avoir le courage et les moyens. Vous savez, quand on a les moyens, tout est facile. Aujourd'hui, l'opérateur, et on va être un peu franc, Portnet est fédérateur de toutes les parties prenantes. Et le terme partie prenante est revenu plusieurs fois pendant ce panel. Partie prenante, intervenant. Aujourd'hui, on parle de blockchain, supply chain, donc chaîne, donc maillon. Mais dès lors qu'un maillon se défait, tout part en morceaux.
Aujourd'hui, nous demandons justement à Portnet, parce qu'on avait eu déjà plusieurs discussions en aparté, que le rôle et les responsabilités soient identifiées. Certes, il n'y a pas de leader, chacun est leader dans son périmètre et dans son champ d'action, mais à un certain moment, il faut absolument avoir un garde-fou pour s'arrêter sur les problématiques plus ou moins récurrentes, parce que nous, on s'inscrit dans l'amélioration continue, hein, c'est un regard critique, mais autant vraiment on est fiers de ce que Portnet a fait jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait juste, pour que le rang 44 du Maroc au niveau de la digitalisation s'améliore, il est impératif à ce qu'on se penche sur les souffrances de la PME et pourquoi pas la TPE. Parce que l'exemple OCP, on en a un seul au Maroc, on n'en a pas plusieurs. Par contre, les TPE, c'est ce qui font le tissu économique aujourd'hui marocain. Donc j'invite officiellement Seyah Houzi pour non seulement s'attarder sur les problématiques auxquelles nous pouvons faire face de temps en temps, qui ne sont pas des problématiques de fond, mais c'est juste un fine-tuning à faire pour pouvoir améliorer ces digitalisations. Parce que nous avons cette idée de last mile qui est une épée de Damoclès, ben, elle se vérifie aussi au niveau de la digitalisation. Donc si toutes les parties prenantes ne font pas face à leurs responsabilités pour pouvoir optimiser ces digitalisations, ben, malheureusement, on va voir ce last mile qui va prendre beaucoup plus de temps. Mon deuxième volet concerne plutôt le secteur bancaire, mais plutôt le côté convertibilité de la monnaie. Parce qu'aujourd'hui encore, la petite et moyenne entreprise, elle fait face à des problématiques bancaires, ne serait-ce que pour l'émission du SWIFT. Ben, nos virements pour nos agents étrangers, ben, il arrive des fois qu'ils soient exécutés en 7 jours, 8 jours. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la PME n'a pas ce poids sur le plan bancaire. On va plus focaliser sur le grand compte, qui lui est apporteur d'argent frais. Et la petite et moyenne entreprise va se retrouver confrontée avec un problème avec son agent qui va lui bloquer son arrivage, qui va générer des frais d'immobilisation de surestarie. Donc, dans quelle mesure le GPBM, avec l'Office de change, peuvent se pencher pour intégrer ces problématiques de e-payments à l'international, ce qui fluidifierait encore davantage la digitalisation. Et merci. Merci à vous. Il y a une dernière question en face et on passe à la phase de réaction. Allô, c'est Abdoulaye Sall, je suis sénégalais et membre de la Chambre de commerce internationale, notamment la commission CLP qui a travaillé pour donner naissance aux Incoterms 2020. Donc je tenais à saluer mes collègues de l'ICC Maroc, qui je vais rencontrer dans quelques jours. Bon, en fait, dans votre présentation, madame, je tenais à vous féliciter, vous avez une excellente présentation. Je vois que dans les outils, il y a un nouvel instrument qui vient d'être lancé par la CNITSI. Vous avez évoqué CNITSI dans votre présentation, qui aujourd'hui, c'est un instrument important dans nos travaux de CLP, c'est la Commission Droit et Commerce International de la Chambre de commerce internationale. Il y a cet instrument qui a été demandé de revoir, parce que dans les travaux de la CNITSI, il y a la Chine qui a évoqué le point important d'ailleurs, c'est comme le connaissement maritime. Là, c'est le Cargo Negotiable Document, qui est très important d'ailleurs, qui un peu intéresse les pays chargés, surtout les pays de l'Afrique. Et c'est dans cette commission, nous avons vu que c'est un instrument que les pays africains doivent s'en approprier, essayer de faire de telle sorte que travailler dans le groupe de travail. Donc les travaux ont commencé du 6 au 10 au niveau de la CNITSI, et c'est important d'intégrer ça dans votre plateforme. Parce que demain, aujourd'hui, dans les documents de transit, s'il y a exemple la marchandise pour le transit, je donne l'exemple du Sénégal, cette marchandise qui doit transiter par le Sénégal pour aller au Mali. Donc forcément, dans ce document-là, il faut l'intégrer parce que c'est un document tellement important qui va jouer le même rôle que du connaissement maritime. Demain, c'est un document aujourd'hui que le chargeur peut négocier avec sa banque. Donc aujourd'hui, dans ce groupe de travail, ils veulent instituer que ce document soit négociable au même titre que le connaissement maritime. Donc il est fondamental de l'intégrer dans votre plateforme. Mais également, vous dire qu'aujourd'hui au Sénégal, depuis le 1er février 2024, nous avons institué qu'il y ait maintenant une digitalisation intégrale des procédures dans le transport maritime. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, le Maroc semble être le leader
Et je vais même inviter mes collègues, surtout nos compatriotes, de venir s'inscrire, c'est-à-dire que certainement travailler avec vous pour lancer davantage, pour que le processus devienne plus encore importante dans ce qu'on est en train de faire. Je vous remercie. Je vois une main levée, ce sera la dernière question, désolé. Ce sera la dernière question. Mohamed Wardiddin de ICC Maroc. Je ne voudrais pas poser de questions, mais poser une précision. Ma collègue Farah tout à l'heure parlait de la digitalisation du commerce international et les autres intervenants en parlaient également. Dans l'acceptation de la Chambre de commerce international et de ses partenaires, lorsqu'on parle digitalisation ou digitalisation du commerce international, ça ne signifie pas de passer du mode papier à du mode digital, mais signifie qu'on donne une valeur juridique à l'instrument digital. C'est-à-dire un connaissement digital aura la même valeur juridique qu'un connaissement papier. Et donc, dans ce sens-là, il faudrait que chaque pays, par exemple pour le Maroc, adopte une loi qui reconnaît une valeur juridique à l'ensemble des documents du commerce international qu'on aura arrêtés ensemble. Donc c'est une précision importante parce que ce n'est pas la numérisation, c'est donner de la valeur juridique à un document digital. Et merci. Très bien, et je comprends l'importance de cet éclaircissement. Alors, je sais qu'il y avait des réactions, beaucoup plus que de questions, mais si vous avez une réaction finale qu'on peut apporter juste avant la photo de groupe, je donnerai ça peut-être à les TPE, PME, question très... En fait, je remercie en fait les intervenants par rapport aux questions. Effectivement, en fait, il y a l'objectif. L'objectif, c'est toujours dans une vision en fait d'amélioration continue. Parce que dans le commerce international, que ce soit au niveau du port, l'aéroport, que ce soit au niveau des postes frontaliers et dans la supply chain, c'est une question de friction. C'est une question en fait s'il y a des points on va dire, où plusieurs process vont se croiser. Et c'est dans ces points-là qu'il y a le plus de problèmes à digitaliser, à dématérialiser, à simplifier. Donc c'est en fait l'objectif de tous les acteurs, c'est de pouvoir en fait diminuer en fait ces points-là et d'avoir une harmonisation entre les process, quel que soit le type de process, que ce soit financier, que ce soit logistique, que ce soit documentaire, pour améliorer en fait l'expérience utilisateur des différents acteurs, que ce soit des grandes entreprises, que ce soit des TPE, PME. Et en fait, à travers cette initiative, à travers en fait cette initiative avec l'OCP, avec l'ICC, avec l'ensemble des parties prenantes, c'est en fait d'avoir un champion sur cette question-là et pouvoir par la suite en fait dupliquer en fait cette initiative-là pour l'ensemble des entreprises marocaines. Donc c'est ça en fait l'objectif pour lequel nous, Portnet, on s'associe à cette initiative-là, c'est de pouvoir comprendre déjà cette technologie, comprendre en fait le business model, comprendre ce que ça peut apporter pour les utilisateurs et ce que nous pouvons apporter à cette initiative, et par la suite dupliquer ça à l'ensemble des entreprises et que tout le monde puisse en bénéficier pour simplifier, améliorer encore plus les process et donner des services à forte valeur ajoutée à l'ensemble des entreprises marocaines. Que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les TPE, PME. Voilà. Merci, je pense que c'est a une réaction. Donc, juste pour répondre à ma collègue et à ma confrère, par rapport au transfert émis et par rapport aux opérations internationales pour les PME et les TPE. Donc aujourd'hui, grâce à la digitalisation, grâce principalement à l'e-banking, on a d'autres plateformes à part l'e-banking qui sont là. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, TPE, PME, grandes entreprises, ETI, ont accès à ces plateformes-là qui travaillent sur base digitalisée, avec des normes, avec une transparence de délai. Aujourd'hui, on est membre, comme l'ensemble des banques nationales, du SWIFT GPI, qui donne un tracking
temps réel des opérations, où elles en sont, où elles arrivent. Les délais aujourd'hui sont maîtrisés. Ils sont encore plus maîtrisés quand ils sont dans le digital, parce que les échanges se font en temps réel. Par contre, là où les délais deviennent moins maîtrisés, c'est quand il y a un caractère de conformité, de compliance qui rentre en jeu. Et là, c'est une transparence de documents et d'informations qui est nécessaire. Plus cette transparence est initiée dès le début de l'opération, plus simple est l'opération est faite. Donc pour réduire les allers-retours et réduire ces itérations qui sont consommatrices de délai, ces informations doivent être transmises. Et c'est pour ça que le digital apporte tout son avantage, parce que c'est tracé dans l'outil et donc toutes les informations sont nécessaires pour initier l'opération. Donc aujourd'hui, j'encourage toutes les TPE, toutes les PME à utiliser ces outils-là qui sont disponibles et qui sont quasi gratuitement, puisque pour nous, c'est un moyen également pour collecter de la data plus rapidement, et ça se réduit les délais à des niveaux très rapides. Hein. On peut traiter à J+1, J+2, c'est-à-dire c'est très rapide. J+2, arriver des fonds de l'autre côté. Hein. Merci. Merci beaucoup. Et sous vos applaudissements, j'invite les panélistes à la photo finale. Et merci pour votre patience.